Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de tracking, de suivi de position, un sujet qui peut être très important dans certains cas et qui peut nous amener à passer beaucoup de temps pour comprendre certains phénomènes et les corriger. Alors, comme toujours, comprendre les choses et les reproduire, eh bien, c'est quasiment les avoir corrigés. La difficulté dans le métier d'automaticien, c'est d'observer des phénomènes et de ne pas les comprendre. Donc dans cette présentation, je vais m'attarder sur les explications des phénomènes, je vais les démontrer. Voilà, et j'espère que ça pourra vous être utile si vous rencontrez des problèmes comparables. Donc, dans les machines, très souvent, on souhaite faire du tracking, ce que j'appelle du tracking sur un axe, c'est-à-dire soit faire un accrochage en profil de cam à la volée, pour faire du flying shear, du rotary knife, c'est le mot officiel pour parler de coupe à la volée, ou en robotique quand on veut aller prendre ou déposer un produit sur un convoyeur. Eh bien, je regroupe ça dans le même sujet, j'appelle ça le tracking, le suivi de position, et finalement, les problématiques vont être les mêmes comme nous allons le voir. Donc, quand on a des problèmes de tracking comme ceci, encore une fois, soit en robotique, soit en profil de cam, on peut avoir trois types de problèmes distincts. On peut avoir soit un offset de position qui est constant, qui ne dépend pas de la vitesse du convoyeur, qui ne dépend pas de la position du convoyeur, c'est un écart qui est constant. Eh bien, très souvent, là, c'est une mauvaise configuration de la distance entre la caméra et la zone de travail du robot ou de l'axe accroché, ou la position codeur, mais c'est une constante, c'est le cas le plus simple. Encore une fois, ça ne dépend ni de la position du convoyeur, ni de la vitesse du convoyeur. Ensuite, on peut avoir un décalage, ça se voit également, qui est proportionnel à la position du produit, mais qui ne dépend pas de la vitesse du convoyeur. Donc ça, alors j'appelle ça un problème entre guillemets de mécanique. Alors oui, ça peut être de la mécanique, c'est-à-dire qu'on croit avoir un système poulie-courroie avec 22 dents et il y en a 24, ou on croit avoir une vis à billes avec un pas de 4 et on a un pas de 5, ou on s'est trompé dans les gear in, gear out fit constant, ou on a le mauvais réducteur. Voilà. Donc ça, j'appelle ça un problème entre guillemets mécanique, même si ce peut être un problème de configuration. Ce cas-là, donc très important, l'écart, le décalage ne dépend pas de la vitesse, mais il dépend uniquement de la position du produit et du convoyeur. Quand le produit rentre, il est aligné, et plus on s'éloigne spatialement de ce point, plus l'écart sera important. J'ouvre une parenthèse, on peut avoir les deux premiers cas en même temps. On peut avoir un problème entre guillemets de mécanique et un décalage. Donc là on commence à voir que ça se complique quand on a les deux. Et on arrive sur le troisième qui peut également se combiner avec les deux premiers. Ou cette fois on aura un décalage qui sera proportionnel à la source de vitesse. C'est-à-dire qu'à très basse vitesse, voire en jog, tout marche bien, on synchronise bien, le robot vient bien prendre ou déposer au bon endroit. Et plus on monte en vitesse, plus le jitter, le problème apparaît. J'appelle ça un jitter. Alors une parenthèse, un jitter, c'est une erreur qui est aléatoire. Voilà, on va parler d'un offset quand on aura un décalage qui sera constant, on va parler d'une proportionnalité quand on aura quelque chose de linéaire, et un jitter, c'est un peu comparable à un bruit blanc, parfois ça marche pas, et c'est le problème le plus difficile, parce qu'on a du mal à le comprendre, on a du mal à le reproduire, et dans ce cas particulier, il dépend de la vitesse. Donc ça marche bien à basse vitesse, ça marche bien en jog, et ça ne marche plus. Plus on monte en vitesse, et moins ça marche, moins c'est précis. C'est le cas le plus difficile. Encore une fois, on peut avoir une combinaison des trois cas précédents. C'est là que ça se complique.
Donc voilà, comme je vous disais, les deux premiers cas sont relativement simples, hein, ça se vérifie facilement, on peut sortir de ces cas de figure rapidement. Le troisième, voilà, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, comment ça se passe pour savoir adapter, savoir appliquer la bonne correction. Alors, une démonstration avec les trois cas de figure. Donc, j'ai mon programme, je vous expliquerai le programme un petit peu plus tard. Donc, je vais me connecter. On va partir d'un reset. Voilà. C'est parti. Donc je travaille sur l'EM1, un axe dans lequel je vais avoir une source de vitesse que je vais pouvoir faire aller à 10, à 20, à 50, à 100, à 200, à 500, à 1000, etc. Donc le premier cas de figure, on a parlé d'un offset. Donc je vais m'assurer déjà, ça c'est une configuration pour les essais, je vous montrerai plus tard. Et je vais mettre une génération de flux en continu. Dans le cas où tout se passe bien, les deux produits, donc en rouge où j'ai noté RT Cercos, c'est le produit à sa position théorique, à sa position parfaite. Et en vert, ce que j'ai appelé dans la main machine, c'est le cas de figure dans lequel on peut lire la position du produit dans le main machine. Voilà. Donc si j'ai un offset, eh bien ça va se traduire comme ceci. Alors je vais mettre un temps de présence un petit peu plus long. C'est-à-dire que les deux produits sont en décalage. Ça ne dépend pas de la position du convoyeur, ça ne dépend pas de la vitesse du convoyeur. Cet écart est toujours le même. Donc ça, c'est une constante à changer dans un sens ou dans l'autre. Alors, ici, j'ai amplifié et compressé les écarts, donc gardez juste à l'esprit que c'est un écart qui est constant, qui ne dépend ni de la position, ni de la vitesse du convoyeur. Je remets cet écart à 0. Ensuite, on peut avoir, c'était le deuxième cas, un problème que j'appelle de mécanique. Alors, je prends une valeur un petit peu grande, c'est-à-dire que l'écart va être nul au départ et il va être proportionnel à la position. Ça veut dire que notre source de vitesse n'est pas synchronisée avec l'axe réel. Encore une fois, problème de gear in, gear out, feed constant, problème de réducteur, problème de nombre de dents sur une poulie, etc., etc. Et je peux l'augmenter, hein, voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez détecter assez facilement. Hein. Vous faites une simulation, vous faites aller le robot d'un point de tracking à un point stable, ou vous faites des accrochages de cam à la volée, voilà. Vous pouvez le vérifier facilement. Si vous êtes dans ce cas-là, problème de mécanique. Et puis, on va arriver au troisième cas. Donc, je mets une vitesse moyenne. Alors, il y a un effet démo. Pourquoi j'ai plus rien? Alors, voilà. Bon, j'ai un effet démo. Je sais pas, j'ai dû mal faire. On va reprendre. Alors, on va mettre la gestion de flux. Alors, là, on ne le voit pas trop bien, mais on a un écart qui... Un écart qui est constant. Alors, c'est difficile à voir. Hein. C'est un écart qui est constant et qui ne dépend pas de la position. Alors, pour le voir plus précisément, on va le regarder sur une trace. Et je vais faire en sorte que les produits restent moins longtemps pour avoir... oui, temps de présence 1 seconde, c'est bon. Alors, en haut, on a notre source de vitesse hein, qui fait des cycles 0,360. En dessous, on a deux courbes. C'est la position du produit théorique parfaite, celle que j'ai appelée underscore RT real time. C'est celle, on verra plus tard. Et en dessous, j'ai celle qui est estimée relevée par le main machine.
La différence entre les deux nous donne le delta post qui est ici. Et là, on voit qu'on a une variation, eh bien, on va dire entre 0 et 5. Alors, c'est ça finalement, ce jitter qui va nous mettre une erreur de position. Comment on arrive à ce jitter entre 1 et 5 et comment on va vérifier le faire varier? Eh bien tout simplement, j'ai un main machine à 20 millisecondes, donc si je prends en compte mon produit dans les 20 millisecondes, je peux avoir de 0 à 20 millisecondes de retard sur sa position théorique, et j'avance à 200 unités par seconde. Donc je peux avoir 0,2 mm fois 20 millisecondes, c'est-à-dire que je peux avoir 4 mm d'écart. Eh bien, c'est bien ce que nous voyons ici. On a un écart, si je dézoome, qui est compris dans une zone entre 0 et 4 mm. Si maintenant, j'augmente à 1000, c'est-à-dire une erreur possible jusqu'à 20 mm, je vais le retrouver sur mes écarts de position. Donc la vitesse augmente, voilà. Là, j'ai moins 18. J'ai un écart qui varie et qui peut aller jusqu'à la période, enfin c'est la combinaison de la période et de la vitesse, période du main machine, vitesse de la source de vitesse. Voilà. Alors je me suis mis volontairement dans un cas défavorable, avec un main machine à 20 millisecondes. Idéalement, dès que vous faites du tracking, moi je vous conseille de ne pas aller au-delà de 10 et même si vous pouvez de descendre à 5 ou 4. Si vous avez un Sercos à 1 milli, vous mettez un main machine à 4, ça ne peut être que meilleur. Et si vous avez un Sercos à 2, vous mettez un main machine à... Pardon, vous mettez un main machine à 4 si vous avez un Sercos à 2, un main machine à 5, ou à 4 ou à 2 si vous avez un Sercos à 1. Gardez à l'esprit qu'il faut toujours que le main machine et le Sercos soient en phase. Donc typiquement un Sercos à 2, main machine à 5, ça ne va pas. La période du main machine doit être un multiple de la période du Sercos. Voilà, donc encore une fois, je me suis mis dans des cas volontairement défavorables pour mettre en évidence ceci. Imaginons que j'ai un main machine à 2 millisecondes, donc j'aurai au plus une erreur de 2 mm. Alors, c'est pas parfait, encore une fois, mais comme je le disais en introduction, 1 mètre par seconde, c'est un convoyeur qui est déjà rapide. Et si on a besoin d'aller là, il faudra utiliser une façon bien particulière, je vous l'expliquerai plus tard. Voilà, donc là, nous avons mis en évidence le cas d'un problème de jitter, c'est-à-dire une position qui est variable. Bien évidemment, il existe un mode où on peut corriger ça, c'est-à-dire que là, on va avoir... Donc pour le tutoriel, j'ai fait un cas particulier où on va avoir vraiment la phase, c'est-à-dire que cette fois, on n'aura plus d'erreur. Alors, on peut zoomer, je vais vous montrer, oui, on va le faire. Donc là, je n'ai plus d'erreur, c'est-à-dire que si ici je zoome sur mes positions, la position calculée par le main machine est toujours égale à celle de la source de vitesse. Même si elle est prise en compte un petit peu plus tard, elle est toujours en phase avec la position réelle. Alors que si je regarde dans les cas, et je vais mettre, là par exemple j'avais 18 millisecondes d'écart, et bien ici, je retrouve ma prise en compte plus tardive de la position. Le problème, c'est que elle est prise en compte plus tard, donc avec une erreur. Et les 18 mm, je les retrouve ici. Voilà. Encore une fois, j'ai pris en compte mon produit plus tard, mais plus tard, j'ai pris la position qu'il avait au moment où vraiment il est arrivé. Ce que j'aurais dû faire ici, ce que j'aurais dû faire ici, c'est quand je le prends en compte, lui donner non pas la position actuelle, mais celle... j'aurais dû lui dire, tu étais à ce point-là
un petit peu plus tôt. Pardon. Voilà. Donc, on va voir dans le programme un petit peu plus tard comment régler ça. Retenez comment détecter le cas de figure avec ce phénomène de retard variable, donc un jitter, et il est possible d'annuler ce jitter. Donc ça, c'était pour la partie de la démonstration des 3 cas de problèmes différents. Donc, je vous l'ai dit et je le résume ici, pour quand vous démarrez votre mise en service de tracking, faites des essais à différentes vitesses, notamment à basse vitesse en jog. Un tracking, ça se met au point à très très basse vitesse en jog. Si vous commencez d'entrer à la pleine vitesse, c'est le cas idéal pour tout mélanger, ne plus savoir. Voilà. Bien évidemment, n'hésitez pas à implémenter sur votre système réel un système de simulation. Vous appuyez sur un bouton, vous cliquez sur une visu. La simulation, je peux vous le garantir, permet très très souvent de reproduire des phénomènes, et donc si on sait les reproduire, on sait les corriger. Je vous le disais également, on a souvent une combinaison des 3. Ça, c'est le pire, et comme c'est le pire, je vous rassure, ça arrive souvent. Et là, la méthodologie est toujours la même, hein. Dissocier, isoler pour mieux maîtriser, mieux résoudre. Donc, comme je vous l'ai dit, en premier, en basse vitesse, vous vérifiez que, quelle que soit la vitesse, quelle que soit la position, vous avez un décalage qui n'évolue pas. Ça vous permettra de valider gear in, gear out, feed constante. Ensuite, à basse vitesse, pour l'erreur constante, vous traitez l'offset. Celui-là, il est très facile à faire, hein. J'ouvre une parenthèse pour ces sujets-là, quelque chose de très pratique. À l'imprimante, vous imprimez un quadrillage, une feuille millimétrée, quelque chose comme ça, et vous mettez sous le robot, vous mettez sur le convoyeur, et ça vous permet d'avoir des mesures. Alors c'est toujours approximatif, mais c'est toujours mieux que rien, et ça vous permet très rapidement d'avoir un ordre de grandeur de l'erreur que vous avez. Donc, les 2 premiers points me permettent de corriger les 2 cas de figure, et le dernier, donc, eh bien là, on n'échappera pas à des traces, et surtout, je dirais que le dernier, vous allez le corriger en relecture de code. C'est-à-dire que après avoir vu ce tutoriel, après avoir compris quel est le problème que vous rencontrez, en relecture de code, en conception, en architecture temps réel, vous arriverez à corriger votre problème. C'est, je dirais, c'est presque plus difficile à comprendre qu'à corriger. Voilà. Alors, un rappel, c'est très important de savoir de quoi on parle et de comprendre cette notion de jitter. Un capteur, un inductif ou un capteur mécanique, il va détecter quand le produit arrive face à lui, on va dire que ça va être le T0. Le capteur, il va lui falloir quelques micros à quelques millisecondes pour que son signal de sortie passe de 0 à 24 volts. Donc on aura un premier jitter propre au capteur. Très souvent, c'est des temps très très courts, hein. Ce sont même des temps que l'on peut négliger. Mais sachez que ce temps-là existe, et souvent, la qualité du capteur, le prix du capteur font que ce jitter est bas ou non. Ensuite, on va devoir, on rentre sur une entrée-sortie, locale ou déportée, on va avoir un échantillonnage, hein, et qui, en fonction de ce qu'on aura choisi, de ce qu'on aura configuré, pour aller de 50 microsecondes à 50 millisecondes. Bon, 50 millisecondes, je suis vraiment très très long, hein. Quoique, dans des systèmes d'entrée-sortie pour des process continus, on peut avoir ces cas de figure. Pour des process très lents, station d'épuration, station de pompage d'eau, régulation de température, on n'a pas besoin d'échantillonnage rapide, donc on peut avoir des temps potentiellement élevés. Très important, si on utilise un système d'IO déporté sur un filbus, ça c'est quelque chose, c'est presque le pire. Il va falloir prendre en compte, la fréquence d'échantillonnage qu'on va avoir sur le bus des entrées-sorties, par exemple sur le bus TM5 dans le cas des IO TM5 en pack drive,
Et également, on va avoir le cas de la prise en compte du temps de rafraîchissement du filbus lui-même. Je me rends compte que j'ai des erreurs sur mon PowerPoint, là il y a des mots qui sont un peu attachés, bon, et là il en manque, j'ai tapé trop vite. En gros, sur le Cercos, donc pour le deuxième, vous allez avoir un temps de 1, 2, 4 millisecondes de retard, c'est un retard pur. Et sur la fréquence du bus Cercos lui-même, ça se configure, 1, 2, 4, 5, 10, 20 millisecondes, c'est des paramètres qui se configurent sur le bus Cooper TM5. Ceci pour dire que ce paramètre-là, ce temps-là, contribue également à amener du jitter. Et ces temps-là, même si individuellement ils sont constants, la façon dont ils se combinent peut amener à une résultante qui va être variable. Et c'est ça le jitter. Le jitter, c'est un retard qui n'est pas constant, qui peut être de 0, qui peut être du jitter max. On ne le maîtrise pas. Donc, par rapport à ça, une fois qu'on a compris ça, eh bien, après, il va y avoir l'entrée du produit dans votre programme, dans votre algorithme. C'est-à-dire que vous allez devoir à un moment donné faire un choix, à quel moment et sous quelle forme vous allez gérer la position du produit. Si le convoyeur est très lent, on peut très bien dire qu'on le gère dans le main machine, dans une tâche à 10, 20 ou 50 millisecondes, et peut-être que ça pourra convenir. Un produit qui avance à 5 mm par seconde, ça suffira largement. Ensuite, pour des vitesses moyennes, on va dire de 100 à 500, voire 1000 mm par seconde, là, il va falloir aller se synchroniser, rentrer le produit dans la gestion de flux, dans la gestion de sa position, dans une tâche qui va être synchronisée sur le Cercos. Voilà, là c'est plus raisonnable. Et enfin, si jamais on a des vitesses beaucoup plus élevées ou si on veut être beaucoup plus précis, eh bien il va falloir aller chercher ce qu'on appelle une gestion dans un cadre switch group, où là on pourra avoir une précision, une ponctualité qui peut aller jusqu'à 50, 100 ou 200 microsecondes. Donc ça c'est vraiment très performant, c'est très précis. Attention, 2 points, cette méthode va nécessiter d'implémenter un estimateur de position de l'axe. Pourquoi ? Parce que le générateur de trajectoire, lui, il tourne à la fréquence du Cercos, 1, 2, 4 millisecondes, et là on va être entre deux générations de points. C'est-à-dire que pour savoir précisément où est le produit dans une tâche plus rapide que le Cercos, eh bien il va falloir prendre sa dernière position connue, et il va falloir ajouter la vitesse fois le delta temps. Alors, dans cette présentation, je ne présenterai pas cette façon-là, parce qu'elle mérite en elle-même encore une bonne heure de tutoriel. Mais voilà, je vous le dis, ce sont les trois grandes méthodes. Donc, soit on est dans le main machine, soit on est dans la tâche synchrone du Cercos, génération de trajectoire, soit si ce n'est pas suffisant, il faut descendre plus bas, et là, les choses se compliquent un petit peu plus. Comme je vous disais, le premier cas est simple, mais il génère souvent des jitters. Le deuxième donne de bons résultats jusqu'à 500 mm, voire 1 mètre par seconde. Encore une fois, tout dépend de l'endroit où il faut déposer, la façon dont il faut se synchroniser. Il faut, quand on fait ces choix d'architecture, il faut également, en entrée, définir la précision que l'on souhaite. Si on va déposer des pommes dans une cagette, peut-être que 3 mm d'erreur, c'est largement suffisant. On n'a pas toujours besoin d'aller chercher le centième de millimètre. Le troisième cas est nécessaire, bien évidemment, si vous allez au-delà d'un mètre par seconde, parce que le Cercos, lui, ne pourra pas descendre en dessous de la milliseconde, et que, voilà, parfois c'est nécessaire d'aller au-delà. Alors, je l'ai dit rapidement et je le représente. Le premier cas ne présente pas de risque. On est dans la tâche main machine. C'est une tâche d'un point de vue du motion des trajectoires qui ne risque pas de l'interrompre parce que la tâche motion est plus rapide, plus prioritaire que le main machine. Donc là, on n'a pas de risque. Le deuxième cas de figure a un risque moyen, puisqu'on va être synchrone avec la tâche motion, on va être de même priorité. Donc notre tâche et la tâche motion ne s'interrompront pas
ne s'interrompront pas, je ne sais pas comment il faut dire, mutuellement. Donc, il y a un risque moyen, il y a un risque de retarder la tâche motion si on fait trop de choses, mais ça reste quand même limité. Le troisième cas, donc on va être sous la tâche motion. Là, vraiment, il faudra être très très rapide, faire peu de choses, parce que si il advenait qu'on interrompe la tâche motion et que on la retarde trop, ça pourrait avoir des conséquences graves, des sauts d'axe, des pertes de position, des comportements vraiment erratiques qui se traduiraient par des tracking deviations, des courants très élevés. Les drives n'arriveraient plus à retrouver une synchronisation normale. Donc la troisième méthode est vraiment très risquée. Ceci étant dit, et c'est vrai dès qu'on fait de la sécurité, connaître un risque, c'est déjà s'en protéger. Hein. C'est quand on sait que la casserole est chaude qu'on ne va pas la prendre directement à pleine main. C'est quand on sait que la vitre de la cheminée est très chaude qu'on ne va pas mettre sa main dessus. Hein. Pour les enfants, on le sait. Hein. Quand on prévient d'un risque, eh bien, c'est une façon de s'en protéger et de ne pas arriver dedans. Pourquoi je dis ça? Parce que même si je vous dis que ces méthodes présentent des risques, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Bien au contraire, je vous dis, il faut savoir qu'il y a des risques, il faut le faire, et donc, il faut le faire en prenant certaines précautions. Quelles sont ces précautions? Eh bien oui, bien évidemment, on retrouve les basiques en programmation de temps réel. Il va falloir programmer frugal. C'est-à-dire qu'il va falloir... on ne va pas faire des appels en cascade comme on fait dans le main machine. Hein, un bloc qui appelle un bloc, qui appelle un bloc. Voilà, ça c'est très bien dans le main machine. Dans la tâche motion ou en dessous, on oublie. On n'appelle pas non plus des programmes ou des function blocks avec 10, 15, 20 paramètres. Alors, il m'arrive de le voir. Voilà, c'est pour ça que je le précise. Pas d'appel, pas de passage de beaucoup de paramètres. De même, attention avec les traitements de boucle. Pourquoi je dis ça? Parce que là, je vous présente un cas de figure où on va suivre la position d'un seul produit. Un seul produit, c'est relativement simple. Quand vous avez affaire à une caméra qui vous envoie un rush de produits, vous pouvez avoir besoin de suivre 10, 5, 10, 20, 30 produits, et surtout, si la caméra est un petit peu éloignée de la prise en compte du robot, eh bien, il faut potentiellement pouvoir gérer 2, 3, 4 rushs de caméra un derrière les autres. C'est-à-dire potentiellement gérer 4 fois ou 4 ou 5 fois 10, 20 produits. Donc, on peut arriver à devoir gérer des positions d'une centaine de produits. On imagine que tous ces produits vont suivre les mêmes règles, donc on va faire une boucle. Voilà, donc il faut faire attention. Traiter 100 produits dans une boucle à 50 ou 100 microsecondes, encore une fois, ça peut se faire, mais dès qu'on implémente une modification, immédiatement, on regarde l'aspect temps réel, on mesure combien de temps prend le traitement. Les LMC ont des timers, je vous renvoie vers des tutoriels sur le sujet. Il est très facile de mesurer, de connaître, de maîtriser à la microseconde près combien de temps prennent nos traitements. C'est-à-dire que si dans une tâche à 200 microsecondes, pour vos traitements, vous consommez 150, ça ne va plus. Là, il faut arrêter, il faut changer quelque chose. Si dans une tâche à 20 microsecondes, vos traitements en prennent 3, là c'est très bien. Là on peut continuer, il n'y a pas de risque. Vous voyez, c'est un petit peu le sens de la remarque. Si vous connaissez les risques, si vous savez les maîtriser et si vous savez programmer frugal, vous pourrez faire des merveilles, vous pourrez aller très très loin avec ces sujets temps réel. Voilà. Et encore une fois, l'objet de cette présentation, c'est de présenter, d'expliquer, de vous permettre de comprendre. Je ne prétends pas donner une réponse universelle, juste vous donner les clés pour comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous observez un jitter de position. Là, je dirais un petit peu, c'est une redite, hein. Un jitter ou un offset qui dépend de la position, c'est assez facile à corriger. Par contre, le jitter est imprévisible, le jitter il vit sa vie. Dans le temps réel, c'est un ennemi. Hein.
quand il faut aller déposer un produit à plus ou moins 5 dixièmes, le jitter est un ennemi. Donc il faudra soigner votre synchronisation. Un cas particulier, parce que là j'ai parlé des capteurs. Les capteurs, c'est assez simple. Hein. Quand on reçoit l'information, je dirais c'est tout ou rien, il n'y a qu'une information. Avec une caméra, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, là, je représente sur un axe du temps, je dirais le LMC qui va demander quelque chose à la caméra. Et une caméra, ça répond toujours en 2 temps. Toujours. Alors, ces échanges, ils peuvent être faits soit par des filbus, soit par des I/O, et de préférence des I/O local au LMC. Les deux marchent. Ma préférence va vers des I/O locales parce que c'est toujours plus simple et ça génère beaucoup moins de trafic sur les filbus. Hein. On peut gérer un mode bus TCP à 1 milliseconde, ça se fait. Avec un LMC Pro, ça se passe bien. Par contre, un Ethernet IP, je n'ai jamais vu un Ethernet IP qui tourne en dessous de 10 millisecondes. C'est pas fait pour. Mais voilà, un Ethernet IP qui vous introduit un jitter de 10 millisecondes, vous pouvez oublier. Vous pourrez faire toutes les programmations que vous voudrez, aller très bas dans le CAM switch group. Si vous avez un jitter de com à 10 millisecondes pour piloter la caméra, vous n'y arriverez pas. Vous vous en sortirez pas. Sauf évidemment convoyeur très lent, etc. Mais voilà, là on parle de vitesse moyenne, hein, encore une fois, jusqu'à 1 mètre par seconde. Donc, le LMC va envoyer un trig à la caméra pour lui dire je veux une analyse. Très important, la caméra vous répond un premier signal qui est l'acquittement de trig. Il faut bien comprendre que cet acquittement de trig veut dire c'est maintenant que j'ai pris la photo. Et plus tard, entre 5 et 500 millisecondes plus tard, en fonction de ce que doit faire la caméra vous enverra les données. Le risque avec une caméra, c'est de dire que les coordonnées des produits que m'envoie la caméra, ils sont à la position qu'elle m'envoie à ce moment-là. Pas du tout. Quand la caméra envoie à ce moment-là des positions, c'est les positions de l'instant du trig. La caméra envoie les positions des produits au moment de l'acquittement du trig. Très important. Ça aussi, ça peut faire des sources d'erreur. Donc, ça veut dire que si vous avez une caméra, au moment où la caméra acquitte le trig, il faut aller latcher, il faut relever la position du convoyeur, la position de la source de vitesse. Et il faut le faire de préférence sans jitter. C'est pour ça que ici, une tâche qui échantillonne le signal d'acquittement de trig à la tâche du Cercos, ça fait sens, puisque dans cette tâche, je vais lire mon entrée locale, et si elle est passée à true, je mémorise la position du convoyeur de vitesse, de la source de vitesse, la position du convoyeur. Ça veut dire qu'au moment où je recevrai mes positions, je saurais déjà dire qu'elles ont parcouru cette distance-là. Voilà. Donc là, je vous parle d'un échantillonnage simple dans la tâche motion. On peut faire la même chose en CAM switch group, dans une tâche CAM switch group. Encore une fois, à une tâche qui est à 50, 100 ou 200 microsecondes, c'est encore mieux. Je rappelle, si vous faites dans une tâche à CAM switch group, il faudra en plus interpoler la position de l'axe à ce moment-là, puisque nous ne connaîtrons pas précisément, comme on va être entre deux tics Cercos, on ne connaîtra pas précisément la position, il faudra l'interpoler et la recalculer. Je ne rentre pas plus dans les détails. Voilà, gardez ceci à l'esprit. Les positions que renvoie une caméra, ce sont celles au moment où la caméra a acquitté. Alors effectivement, une synchronisation avec une caméra, c'est complexe. Hein, c'est complexe, il faut connaître ce point-là. Voilà. Donc ça, oui, c'est quelque chose qui est contraint, qui est subi. Oui, je me souviens, j'ai écrit ça parce que, effectivement, cette distance-là, cette distance temporelle, elle dépend
de ce que fait la caméra. C'est-à-dire s'il y a beaucoup de traitements à faire, ça va être long. S'il y en a peu, ça sera très court. C'est-à-dire si le convoyeur est vide, eh bien très vite la caméra nous renverra, elle nous dira il y a 0 produit. Et puis si j'ai un rush de produits, eh bien ça prendra du temps pour envoyer les 5, 10, 20 produits. Voilà. Ça, c'est subi, on ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas. Voilà. Alors, le programme, je vais vous le présenter. Je vous l'ai déjà dit, mais ici, je vais traiter pour simuler la position parfaite. Je vais utiliser l'attache motion, donc j'aurai une précision à 2 millisecondes. Bien évidemment, dans la vraie machine, vous ne simulez pas la position réelle. La position réelle, elle existe, vous l'observez. Sercos à 2 millisecondes, main machine à 20 millisecondes, donc volontairement, main machine à 20 millisecondes, je me mets dans une situation défavorable pour mettre en évidence ce que je veux montrer. Mais là où c'est beaucoup plus vicieux, c'est que vous pouvez avoir des jitters qui vont être, on va dire, dans la zone grise. Un jitter entre 5 dixièmes et 1 mm, déjà, à basse vitesse, on ne le verra pas. Jusqu'à une phase bien avancée du projet, ça marchera bien parce que vous irez doucement, vous ne vous en soucierez pas. Et puis quand la FAT approche, quand vous montez la cadence à la cadence cahier des charges, et bien c'est là que de temps en temps ce jitter se révèle et impacte. On va poser ou prendre le produit à côté, on va avoir des collisions et voilà, là c'est problématique. Encore une fois, un convoyeur à 1000 unités par seconde, c'est 1 mètre par seconde, c'est 1 mm par milliseconde. Et c'est là qu'on se rend compte que, eh bien, voilà, 1 mm, ça commence à devenir significatif. Le pire cas, si la prise en compte du produit dans le main machine, et si la prise en compte du produit est dans le main machine, le pire cas, ça sera un retard de 20 millisecondes, donc de 20 mm. Encore une fois, je me mets dans le cas le plus défavorable pour mettre en évidence ce phénomène. Le pire cas, si maintenant je prends en compte la position du produit dans le Sercos, dans la tâche Sercos, ça sera 2 millisecondes, 2 mm, voire 1 mm si je suis en dessous. Alors, dans la simulation que je vais vous présenter, je fais les deux. Je gère la position du produit dans le main machine et dans la tâche Sercos. Bien évidemment, avec ces deux cas-là, on va voir une erreur, un jitter variable, et je vais vous montrer une méthode qui va permettre de, même si on gère la position du produit dans le main machine, si sa position d'entrée dans le flux, elle est captée, elle est latchée, elle est relevée dans la tâche motion, à ce moment-là, on n'a plus ce phénomène de jitter. Encore une fois, le jitter, c'est le produit de l'erreur temporelle d'acquisition multipliée par la vitesse du convoyeur. Voilà. Alors, ça pourra ne pas être suffisant, et qu'est-ce qu'on peut faire si ça ne l'est pas? Eh bien, on va pouvoir passer le Sercos à 1 milliseconde, c'est-à-dire la tâche, la fonction qui va relever la position du produit, elle va passer de 2 mm à 1 mm. Et éventuellement, mais encore une fois, je ne le présente pas aujourd'hui, on pourra mettre en place le cam switch group qui permettra d'aller beaucoup plus bas, mais qui est un petit peu plus délicat à mettre en œuvre. Alors, présentation du programme, voilà, c'était la fin. Présentation du programme. Comment ça fonctionne? Alors, je suis dans un template motion des plus classiques, 4 équipements modules. Le main machine à 20 millisecondes priorité 8. J'ai créé une tâche que j'appelle temps réel Sercos. J'ai encore une coquille, une faute de frappe là. Oui. Donc, elle est synchronisée sur l'external RTP axis, c'est-à-dire toutes les 2 millisecondes, priorité 0. Il n'y a pas plus prioritaire que cette tâche. Elle a la même priorité que la tâche motion,
Donc elles ne s'interrompent pas mutuellement. Si l'une déborde, elle n'est pas interrompue par l'autre. Dans cette tâche Real-Time Cercos, qu'est-ce que je fais? J'aime bien faire ça. Je commence toujours par gérer un compteur pour m'assurer que je bats bien la seconde. Donc, Cercos à 2 millisecondes. Quand mon compteur de tâches dépasse 500, je le remets à 0, j'incrémente. Donc là, je vérifie bien que cette tâche est exécutée toutes les 2 millisecondes. Quand l'initialisation de mon interface pour accéder à la source de vitesse est prête, je lance cette action traitement temps réel. Et de manière analogue, je travaille dans EM1 axe 1, c'est la même chose. Ici, quand l'interface de la source de vitesse est définie, je gère une action dans le main machine. On retrouve ces deux actions ici. Nous allons aller les voir. Une précision sur cette notion d'interface, et je remercie mon collègue Mathieu qui m'a récemment expliqué comment ça fonctionnait, et ça a longtemps été un mystère pour moi, et je l'ai enfin compris, c'est pas grand chose. Une interface, c'est tout simplement, alors si vous venez du langage C, vous allez le comprendre, c'est tout simplement une forme de caste. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire drv em1 axe 1 point ref position, ref velocity, etc., etc., on va utiliser interface vel position, point ref position, etc., etc. Ce query interface qui peut vous paraître mystérieux, où vous transformez un DRV, qu'il soit ILM ou Lexium 5262, vers une interface, ça n'est jamais qu'une forme de caste. C'est le caste du langage C. Voilà, on accède aux mêmes choses. Et autant le DRV, on y accède tout le temps, autant une interface, il faut l'initialiser, donc par ce mot-clé, query interface. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas démarrer tout de suite, il faut attendre que cette initialisation soit terminée. Et dans l'utilisation, donc on va commencer par celui de temps réel. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend la source de vitesse position et on va lire la ref position. Donc je suis sur un axe qui fait des cycles 0,360, je vais le mettre volontairement doucement, voilà. Donc je vais lire la référence de position, et ça me donne la référence de position du convoyeur. Je détecte et je relève la position précédente et la courante. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai une source de vitesse position en endless. Arrivé à sa période, elle repasse à 0. Donc je vais être obligé, à un moment donné, de dire que si le delta entre position précédente et position actuelle est supérieur ou inférieur à la moitié de la période, alors il va falloir que je gère des modulos. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail. Regardez le code que je vous mettrai à disposition et vous comprendrez ces histoires de modulos. En gros, c'est le nombre de fois, plus ou moins 360 points qu'on va avoir à faire. Voilà, très important. Là aussi, ça peut être une source de bug dans du tracking. C'est d'avoir des sauts de position de produit. Quelque chose de très important. Une position de produit, ça doit être continu, toujours. Si la position de votre produit a des sauts, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, je vais lire ma référence de position, bascule RS pour introduire un produit. Si je veux introduire un produit, je vais mémoriser sa position d'insertion, qui sera ma source de vitesse position. J'initialise le nombre de modulos à 0 et je rends la bascule RS pour dire que j'ai... Et je dis que mon produit est présent. Je répète, quand j'ai le signal de faire rentrer le produit dans la gestion de flux, je mémorise sa position d'insertion, je remets le compteur de modulo à 0, et sa position courante forcément vaut 0. Hein. Au moment où je capture un produit, il est à la position relative 0. Ensuite, eh bien, je peux vouloir retirer un produit du flux. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ensuite, si
si le produit est présent, comme je vous disais tout à l'heure, ici, je gère les modulos, les débordements, pour ajouter ou soustraire un nombre de périodes. C'est pas très compliqué, ça marche bien. Il faut le faire dans les deux sens, parce que parfois, quand vous travaillez un tracking en jog, vous pouvez faire du jog plus, mais vous pouvez aussi faire du jog moins et revenir en arrière. Donc il faut penser à également décrémenter le compteur de modulo. Pensez-y, ça peut vous jouer des tours. Comment on calcule la position courante? La position courante, c'est la position actuelle, moins la position d'insertion, plus le nombre de modulos fois la période. Voilà, c'est très classique. C'est comme ça qu'on fait une gestion de position de produit. Position actuelle, moins position d'insertion, plus le nombre de périodes fois le modulo. Ensuite, très classique dans une gestion de flux, je vérifie que mon produit n'a pas dépassé la position à laquelle il doit être exclu du flux. S'il doit être exclu, eh bien je dis qu'il n'est plus présent. Cas particulier ici, comme je veux afficher pendant un temps constant le produit sur la visu, la position de sortie du flux, elle n'est pas constante. C'est la vitesse fois le temps de présence. Ça, vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire que la sortie du flux, ça sera une distance constante et non, comme ici, une position constante. Ensuite, si le produit est présent dans la tâche Cercos et dans la tâche Main Machine, je calcule l'écart de position, c'est la fameuse courbe rouge que je vous montrais tout à l'heure ici, c'est celle-là. Eh bien, c'est la position d'insertion, si je le fais dans la tâche Cercos, moins la position d'insertion si je le fais dans la tâche Main Machine. Voilà, c'est là qu'on détecte l'erreur de position. Ensuite, je détecte front descendant que je n'ai plus de produit géré dans la tâche Motion et dans la tâche Main Machine. Si j'ai ceci, je démarre une tempo. Je démarre une tempo d'un temps variable. Ça, c'est un nombre aléatoire. Je vous laisse aller voir comment il est calculé. C'est un temps aléatoire. Je lance une tempo. Quand la tempo arrive à échéance et que j'ai configuré sur la visu un flux continu, eh bien, tout simplement, j'incrémente le nombre de produits et je monte la bascule RS d'insertion d'un produit dans la gestion de flux. Voilà, ça c'est pour fonctionner en automatique. Si je résume un petit peu, eh bien, je fais la même chose dans la tâche dual côté Main Machine. Là, j'initialise le générateur de nombres aléatoires. À chaque cycle Main Machine, j'en calcule un nouveau. C'est celui-là qui est utilisé pour la tempo, et c'est une tempo qui est aléatoire entre 500 et 900 millisecondes. J'incrémente le compteur de tâches. Ici, quand j'arrive à 10, toutes les 200 millisecondes, je le remets à 0, peu importe. Je fais la même chose, je détecte, je conserve la position précédente et la position nouvelle, position qui est la même que celle de la tâche Motion, sauf qu'elle est échantillonnée toutes les 20 millisecondes au lieu d'être échantillonnée toutes les 2 millisecondes comme dans la tâche Motion. Si dans la tâche Motion, j'ai demandé l'insertion du produit, qu'il est présent dans la tâche Motion, s'il est présent également dans la tâche Main Machine, c'est qu'il s'est passé un bug ou un problème. Je ne fais que rendre la bascule RS puisqu'il est déjà géré. Et si par défaut je ne suis pas en capture synchronisée, la position d'insertion c'est la position actuelle. Si jamais, je vous montrerai, je suis en phase synchrone, pour supprimer ce jitter, je ne remémorise surtout pas la position d'insertion. Dans ce cas-là, la position d'insertion, elle aura été faite ici. Si je suis en capture synchrone, la position d'insertion pour le Main Machine, elle est faite là. Voilà. C'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux. C'est l'un ou l'autre.
Ensuite, eh bien, la position courante forcément devient 0 et mon produit pour le main machine est géré. Si je dois retirer le produit, je le retire. S'il est présent, et là j'ai la même formule, si le produit est présent, c'est la position actuelle moins la position d'insertion, plus le nombre de modulos fois la période codeur. Le nombre de modulos, comme la source de vitesse est la même pour la tâche Cercos et la tâche main machine, le nombre de modulos il est le même. Et je ne le gère que dans la tâche Cercos. Il ne faudrait surtout pas le gérer aux deux endroits. Comme la source de vitesse position est unique, je le gère qu'à un seul. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La gestion de sortie du flux du produit, eh bien c'est la même chose. Si le produit dépasse voilà, le temps fois... pardon. Oui. S'il dépasse la position de sortie qui est calculée dans la tâche synchrone, il sort. Ici, j'ai rajouté un coef mecha. Ça, c'est pour démontrer le cas où, le deuxième cas où on a une erreur de coefficient mécanique. Peu importe, c'est juste pour qu'il reste affiché un peu plus longtemps que celui du Cercos. Et puis ici, j'ai des bascules RS pour changer rapidement de vitesse du produit. Voilà, et bien c'est pas grand chose finalement. Là, je vous montre les deux. Alors, très important. Je vous disais, pensez à surveiller les aspects temps réel. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous regardez les temps que prennent les tâches. Très important. Et là, vous vous assurez que le main machine, alors je fais un reset. Le main machine, dans mon cas, en moyenne, il prend 600 microsecondes. L'average, je l'ai pas. Ah oui, l'average, 675 microsecondes en moyenne. Bon, je suis sur un LMC Echo, ça pédale pas très vite, l'MC Pro va beaucoup plus vite que ça. Voilà. La tâche Cercos, elle, qui est toutes les millisecondes, en moyenne, elle prend 15 microsecondes, toutes les 2 milli. Donc on est en dessous du pourcent là. Encore une fois, c'est pas gênant de faire des choses dans une tâche rapide si on maîtrise. Donc observez votre charge CPU ici, qu'elle fait des pourcentages d'occupation. Et l'autre point, et vous pouvez tracer cette variable, vous allez regarder le available load. Donc là, pour un moyen-âge au sens de moyenné, à 100 millisecondes, j'ai un available load à peu près autour de 60%. C'est bon, 60%. Alors, il n'y a rien dans mon LMC, il est vide, mais voilà, c'est bon. Rappel, ne descendez jamais ici en dessous de 30%. Moins de 30% de charge CPU disponible, vous vous exposez à des risques. Et si vous arrivez dans ce cas-là, eh bien, il faut revoir l'organisation, l'architecture temps réel, repositionner vos priorités, vos périodes de tâches, etc. Peut-être aussi revoir la façon dont est fait le programme, la gestion de données, l'accès aux données, etc., etc. Et là-dessus, je vous renvoie à beaucoup de tutoriels que j'ai fait sur la vulgarisation, l'explication du template motion, comment architecturer les données et les programmes de manière optimisée. C'est ce que j'appelle également la programmation frugale. Ce n'est pas l'objet de cette présentation ici. Donc là, pour résumer, j'ai quelque chose qui respire, qui n'est pas contraint, qui arrive à faire tout ce qu'on lui demande. Donc je reviens sur EM1, je me remets dans une vitesse. Là, encore une fois, je suis synchrone, tout va bien. Mes deux produits sont toujours en face. Si j'enlève cette capture synchrone, je vais faire apparaître des jitters, plus ou moins importants. Alors, c'est difficile à voir sur la visu. On le voit beaucoup mieux sur la trace. Alors, pourquoi la trace ne part pas? Elle marchait tout à l'heure. Ouais, elle était peut-être un petit peu longue à effacer. Ok. Voilà. Et là, on revoit donc notre jitter qui varie de 0 à 20 parce que je suis
parce que je suis à une vitesse de 1000, donc... Ah, elle est capricieuse ma tâche, là. Ma trace. C'est peut-être parce que j'enregistre en même temps. Alors, on va fermer quelques fenêtres. On va enlever la supervision en temps réel. Un produit peut faire beaucoup de choses, mais faire tout à la fois, c'est un peu plus dur. Alors, stop trace, ouais, start trace, voilà. Voilà, je la retrouve. Donc je retrouve mon jitter, hein, compris entre 0 et 20. Si je ralentis à 200, ben, il sera compris entre 0 et 4, forcément. CQFD. Et si je me remets à 1000, mais avec une capture synchrone, je n'ai plus de jitter du tout. Voilà. Bon, j'ai été relativement long. Je ne vais pas en faire plus pour le moment. On pourrait en parler des heures. Hein. L'architecture temps réel, c'est clé, c'est quelque chose qui se nourrit de l'expérience, de la somme des difficultés qu'on a eues, de la somme des problèmes qu'on a rencontrés. Et croyez-moi, j'en ai rencontré quelques-uns. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de ces sujets-là. Le programme est à disposition en téléchargement si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous remercie.